je peux vous le dire, hey, ça partait des fois avant le show. Puis dans les pauses, là, il y a eu, c'est pas des rumeurs, là. Il y a eu du sacrage, il y a eu des menaces, il y a eu femme ta gueule, puis que tu connais quoi, t'as fait quoi dans la vie. C'était ça, là. Salut à tous, bienvenue dans la Brigade, bienvenue dans votre Brigade, le seul podcast en français dédié aux sénateurs d'Ottawa. Mon nom est Pascal Villeneuve, en compagnie cette semaine de Stu Sabourin, qui est tout en beauté ce soir, avec son chandail du Canada, JP Fortin. Et bonjour, on a un invité cette semaine, membre fondateur du groupe Void, originaire de Jonquière, Michel Langevin. Oh non! On me glisse à l'oreille que j'ai lu le mauvais carton. On parle évidemment de Michel Langevin, animateur de Que l'Outaouais se lève au 104.7 en Outaouais. Messieurs, considérez-vous bienvenus dans la Brigade. Merci beaucoup de l'invitation, les gars. Un peu de poutine interne avant de commencer. On veut vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur X, Instagram, TikTok, Blue Sky à La Brigade Pod et on vous invite à consulter labrigadepodcast.ca pour avoir accès à tous nos épisodes depuis le début, c'est-à-dire 4 ans passés. Les boys, je pense que le sujet, il y a un sujet de l'heure, ça donne qu'on enregistre exactement au moment de fébrilité, 1 heure avant la mise au jeu officielle pour la finale du match des 4 nations, d'où le pourquoi Stu arbore son chandail. On a pensé poser la question aux gens qui doutaient quand même avant. Tout le monde se posait la question, se disait quel genre d'espèce de tournoi que ça va être là. Ça va-tu être juste du monde qui veulent faire un show, puis on va voir une espèce de Kucherov jouer à moitié, puis peut-être Lainé, on a peut-être vu Lainé jouer un peu comme ça, mais ça, c'est un autre sujet. Êtes-vous satisfait du tournoi des 4 nations? Quel est votre niveau de satisfaction et de surprise à quelque part? Je pense que pour plusieurs, c'est une surprise. Michel, toi, t'as-tu embarqué? Moi, j'étais un de ceux qui doutaient. Oui. Pour être honnête, moi, les 4 nations, pas définies, quel pays, c'est quoi, comment, j'étais pas très entiché à ça. Le timing a fait qu'il y a un genre de querelle économique entre les États-Unis et le Canada. Puis plus ça approchait, plus je me disais, il y a peut-être quelque chose qui va se passer là. Et je pense qu'au premier match entre les deux équipes, je veux pas dire que c'est ça qui a bâti cette compétition-là, parce que ce serait de dévaluer le travail des joueurs de la Ligue nationale. J'ai été agréablement surpris. Si je donnais une note sur 10, je donnerais probablement un 13 pour être honnête. Là. Wow. Mais au-delà de ça, au-delà de la joute de hockey, avec intensité par des gars de la Ligue nationale qui ont des gros contrats, c'est des meilleurs joueurs, c'est des vedettes, de se donner autant, moi, ça m'a surpris. Oui. Ça m'emballe, honnêtement, ça me fait penser un peu aux Jeux olympiques, mais en meilleur parce que dans le contexte actuel, je trouve qu'il y a un certain rendez-vous avec l'histoire également. Puis moi, cette semaine, j'ai parlé beaucoup de la série du siècle en 1972, la guerre froide, quand les Russes sont descendus ici pour apprendre, semble-t-il. Il y a eu ça, cet effet-là. Il y a eu un genre de match, de rencontre, de tournoi politico hockey. Ouais. Et je pense qu'on a revécu ça. Je ne suis pas sûr qu'on va le revivre ce soir de la même manière, mais je pense que le premier match, c'était fortement ça. Pas qui emballait juste les joueurs, mais la foule, les gens, les partisans, l'entourage. On était tout le monde concerné par ce qui se passe avec nos pays. Puis les deux équipes étaient sur la glace au Canada. Il y a eu des incidents, on le sait, l'hymne national qui a été hué, les bagarres, etc. Alors, pour ça, 15 sur 10 pour le spectacle. Merci beaucoup. On a eu un rendez-vous, je pense, d'une certaine façon avec l'histoire, puis on a pu vivre ça. Moi, j'applaudis ce qui s'est passé. Puis, ce qu'il y a eu de plus aussi, c'est avec les règlements de la Ligue nationale. Tu sais, la différence avec les Jeux olympiques, où si tu te bats une fois, tu es sorti du match. Ouais. La petite glace, c'est pas dans un milieu européen avec les grandes glaces puis tout ça. Puis plusieurs font le parallèle avec ce qui s'était passé en 72, sauf que cette année, on dirait que certains diront que les communistes, c'est le Canada, mais ça c'est un autre sujet. Vous autres, les boys, comment vous avez trouvé ça? Ouais, de mon côté, je dois dire, comme Michel, j'étais un peu sceptique par rapport à ce tournoi-là. Ouais, hein? Quoique, on avait comme un peu un
On avait eu un aperçu avec la Coupe du Monde là, réinventée avec les équipes Europe nord-américaines, puis que finalement, ça avait été un tournoi extraordinaire. Donc, j'étais parti un peu sur... pas trop sûr. Je sais pas si les gars vont se donner. Qu'est-ce que ça va donner, ça Atlas. Puis finalement, je pense qu'après le premier match contre la Suède, on a été tous emballés, surexcités. Le spectacle a fait en sorte que la prolongation, tout le kit pour que ça fonctionne. Et je dirais une note de 9 sur 10. Le seul bémol que j'ai à mettre, c'est les blessures. Ah, ça. Qui fait mal, mais ça, on peut pas s'en empêcher. Ouais. Mais, pour une équipe comme nous, les Sénateurs qui sont dans une course pour une place en série, là, d'avoir des incertitudes avec Brady Tkachuk, que c'est ton maître d'œuvre de l'équipe, c'est juste ça. Ouais, je pense que le point que JP vient d'amener, moi, c'était le point pour lequel j'étais le plus amer face au tournoi des 4 nations, c'était les blessures. Mm-hmm. On n'est pas dans une position comme les Capitals de Washington où est-ce qu'on est premier dans la ligue, puis on va faire les séries, puis tu sais, on se bataille pour une place en série. Le premier match qu'on revient du tournoi, c'est contre Montréal. Mm-hmm. C'est un match qui est important. Fait que moi, j'étais très sceptique par rapport à ça. Puis justement, avec les blessures, je me disais, je pense pas que les joueurs vont se donner. Je pense pas qu'on va avoir la meilleure qualité de hockey qu'on puisse avoir. Et mon Dieu, je mange mes mots. Là, je veux dire, c'est une qualité de hockey extraordinaire. Le match contre les États-Unis, ça a été phénoménal. Comme Michel a dit, oui, il y a la foule qui a hué les nationales, la foule a embarqué. Là, ce soir, c'est à Boston. Il y a toute cette espèce d'atmosphère-là, presque de haine un peu, si je peux dire, quasiment. Il n'y a rien qui alimente mieux une rivalité que la haine ou l'attraction envers un événement. C'est vraiment phénoménal. Fait que c'est comme une façon de canaliser cette haine-là. On la met sur la glace. C'est vraiment deux nations qui s'affrontent. Moi, j'ai embarqué totalement, là. Fait que c'est une note presque parfaite, là. Moi, je félicite les joueurs là-dedans parce que, tu sais, on dit souvent, c'est une gang de millionnaires qui jouent pour leur argent. Puis quand c'est rendu en série, ils sont pas payés. Fait qu'il y en a qui arrêtent de jouer. Ils se foutent d'un peu tout. Ils vont même plus au match des étoiles. Ils trouvent une raison pour être blessés, pour pas être là, quasiment un peu comme au match des étoiles du basket, justement. Ouais. Mais en tout cas, je ne sais pas si c'est parce que aussitôt que tu mets un chandail avec ton pays sur quelqu'un, je pense que oui. Ça change tout. Mais vous allez m'aider, vous autres, les gars. Moi, je ne suis pas si connaissant que vous autres aujourd'hui de la Ligue nationale. C'est qui les compagnons de trio de Matthew Tkachuk en Floride, juste de même? Si je ne m'abuse, il joue avec Barkov, puis je crois Sam Reinhart. Ouais. Sam Reinhart, c'est ça. Hein? Ouais. Mais tu sais, moi, ce que je trouve de particulier, c'est qu'il y a des coéquipiers dans ces équipes-là qui sont dans la même équipe. Il y en a qui jouaient pour les États-Unis. Puis, tu sais, je voyais Sam Bennett qui jette les gants face au frère de Matthew Tkachuk. Ouais. Tu sais, c'est fort, là. C'est un message qui t'en dit beaucoup, là. Tu sais, tu passes ta vie tu voyages avec ce gars-là, tu soupes avec ce gars-là, tu vas à la guerre avec ce gars-là, tu as gagné la Coupe Stanley avec ce gars-là, tu vois son frère venir l'encourager l'année passée dans les séries, puis là, tu commences le match, puis tu jettes les mitaines, puis tu y vas. Tu sais, ça te démontre qu'il n'y avait pas de limite pour ces gars-là ce soir-là, puis il risque de ne pas en avoir également ce soir, quoique je ne m'attends pas au même genre de match, mais ça a été pour moi vraiment une rencontre phénoménale, puis un tournoi, vous l'avez très bien expliqué, relevé comme on n'aurait pas pu s'attendre, puis ça faisait penser, je sais que c'est cliché un peu, j'ai 54 ans, j'ai pas votre âge, là, mais c'était comme du hockey, comme ils disent, comme dans le temps. Dans le temps des Deschores. Dans le temps, c'est ça. Moi, je vais vous poser une question par rapport à ça. Ouais. Est-ce que le marché de Montréal a favorisé l'enthousiasme pour ce genre de tournoi-là? Est-ce que si on place ce tournoi-là à Winnipeg et au Minnesota, exemple, parce que c'est quand même à proximité, est-ce que le côté médiatique, le côté effervescence, le côté partisanerie est autant le même que on commence au tournoi à Montréal? Mm-hmm. Moi, je suis né ici, j'ai grandi ici. Ça me fend le cœur de dire ça, mais il n'y a pas une meilleure foule que celle à Montréal. À chaque fois que je vais au Centre Bell voir des matchs, c'est électrisant. Même si l'équipe n'est plus en séries éliminatoires, c'est une foule particulière
J'ai été très, très fier de la foule pendant le match contre les États-Unis. Je ne suis pas convaincu que ça aurait été pareil si c'était ailleurs. Je pense qu'ils ont fait une très, très, très bonne job. Puis ils font la même chose à Boston, honnêtement. Puis je pense que les deux villes ont été choisies pour des raisons particulières. Ça me surprend pas du tout. Puis je pense que la foule a vraiment participé, qu'on le veuille ou non, à ce match-là qui a été électrisant. Parce que je veux dire, c'est les bagarres de suite, les gens embarquent, les huées pendant les nationales. Moi, j'ai jamais vu ça. Mais tu sais, même le match Suède et Finlande, tout à fait. C'était plein. Plein. Tout à fait. Puis c'était pas donné. Là. Je vais aller plus loin que ça, moi. Moi aussi, je pense que la foule de Montréal, c'est la meilleure de la Ligue nationale pour y avoir travaillé pendant plusieurs années. Je vais ajouter, mettons, tu sais, tu posais la question, ça aurait-il été pareil dans l'Ouest canadien, mettons? Dans l'Ouest canadien, c'est très droite, plus droite que gauche. T'es en Alberta, ouais. C'est plus conservateur. Nous autres, les sondages le démontrent, Donald Trump et les États-Unis, il y a une grande majorité de Québécois qui l'aiment pas. Ouais. Ils l'aiment pas, puis plus encore. Fait que ce match-là est arrivé dans un moment, je pense, un timing assez spécial. Puis au Québec, on aime ça s'exprimer. Et déjà que tu as la meilleure foule de la Ligue, tu as un contexte politique, économique. C'est du bonbon pour eux autres. Ouais. C'est de l'essence. C'est comme si ça a rassemblé le Canada au complet, soudainement, 100%. pour dire « fuck you, Donald Trump ». C'est un petit peu ça, le début. Et ensuite, la joute de hockey, eux autres, ils ont fait leur job. Je personnalise pas ça, là. Mais je fais juste dire, dans l'entité, Montréal, c'était probablement la meilleure place pour se faire entendre. Puis c'est arrivé comme ça. C'est un alignement parfait. Je vous dirais que moi, j'ai décrit le championnat mondial de hockey junior une année quand McDavid et Jack Eichel s'affrontaient les États-Unis contre le Canada. J'avais fait 4 parties à Montréal dans ce temps-là pendant le tournoi, puis 4 parties à Toronto. Puis je me rappellerai toujours de la sortie des gens de Hockey Canada qui disaient « On ne viendra plus jamais à Montréal, c'est trop plat. » Oui, c'est vrai. Le monde n'a pas embarqué, il n'avait pas acheté de billets, ils trouvaient ça trop cher. Fait que moi, cette année, en voyant ça, je me disais, tu sais, ça va être quoi la réaction des gens de Montréal pour l'ouverture de ce tournoi-là? Excusez-moi, les gens de Montréal, merci beaucoup. Oui. Ça a été succulent. Ouais. On remercie tous les influenceurs, influenceuses, filles OnlyFans qui apparemment, c'était juste ça. Tout le monde qui mettait des vidéos d'eux là-bas, c'était du monde qui avait été invité parce qu'ils étaient des influenceurs, des influenceuses. Puis c'était sur le bras de quelqu'un qui les avait invités. J'étais plus capable. J'ai écrit à Pascal, je dis là, ça n'a plus d'allure. Là. Moi, j'ai pas l'argent pour me rendre là. Puis tout ce que je vois, c'est des belles filles qui sont là, qui ont été invitées. Qui sacent la game complètement. Fait que, effectivement, puis le point que tu amènes, Michel, tu sais, aujourd'hui, je sais pas si vous avez vu, je veux pas traduire le titre en français, là, mais le press secretary aujourd'hui des États-Unis a souhaité bonne chance à l'équipe américaine et aussi à l'équipe canadienne qui sera le prochain État, le prochain 51e État du pays. Quand c'est le press secretary qui dit ça publiquement, c'est une attaque. Ben oui. Puis c'est une attaque, c'est une menace. Puis pour moi, de dire ça en lien avec un match de hockey, c'est encore plus alimenter cette rivalité-là. Mais ça fait parler le hockey aux États-Unis, ce qui est très rare. Oui. Extrêmement rare que le hockey est médiatisé à ce point-là aux États-Unis. Oui. Pour le mal ou pour le bien. Tu sais, ça ne trompe-toi pas, là, ce message-là, je l'ai vu. Je pense que ça n'a aucune incidence sur les joueurs, ça n'a aucune incidence sur les entraîneurs, ça n'a aucune incidence sur les gens de hockey, mais ça vient fouetter, je pense, l'ambiance autour du match. C'est ça. Ben oui. Puis j'ai hâte de voir à Boston ce soir qu'est-ce qui va se passer. Il n'y a personne qui est devin, mais il y a 2 réactions possibles. Quand ils vont présenter l'hymne national canadien, qu'est-ce qu'ils vont faire, les Américains? Ils vont-ils nous remettre le 30 sous sur notre pièce puis ils vont huer notre hymne national? Ou beaucoup d'Américains qui sont d'accord ou qui sont compatisants envers les Canadiens, puis ils comprennent pas pourquoi Donald Trump fait ça. Et il pourrait aussi y avoir un vent, j'ai vu ça sur les médias sociaux, il y a bien du monde qui dénonce la politique de Donald Trump. Il y a beaucoup d'Américains sur les médias sociaux qui s'excusent auprès des Canadiens. Fait que je me demande même si ce soir, il n'y a pas des gens qui vont
qui vont applaudir et qui vont saluer l'hymne national canadien aux États-Unis. Ça serait un message assez extraordinaire. On parle de politique, là. Ouais. Oubliez la game de hockey, là. Oui, Mais parce que... Tout est là-dedans. Là. Le message d'aujourd'hui, je pense qu'il y a un lien avec on met ça à table pour asseoir, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. T'sais. En tout cas, j'ai hâte de voir aussi, c'est optimiste envers les partisans des Bruins de Boston. Les partisans des Canadiens qui sont allés voir des matchs là-bas pourraient nous en parler longtemps, mais fait intéressant. Ça va peut-être être un mélange des deux, effectivement. Tout à fait. Il y a peut-être juste un dernier point que j'aimerais toucher, Pascal, par rapport à la qualité de hockey qu'on a vu. Oui. En même temps qu'il y avait le tournoi des 4 nations, il y avait le match des étoiles au basketball. Oui. Puis il y a plusieurs partisans du basket qui s'est plaint envers les joueurs, qui s'est attaqué envers la Ligue en disant là, au hockey, il y a des gens qui jouent un tournoi qui vaut rien, sont en train de s'entretuer sa glace après 9 secondes. Puis là, nous autres, le match d'étoiles, on dribble le ballon dans le vide et tout. Il y a plusieurs vedettes qui ont participé au match d'étoiles, mais qui ont refusé après ça d'y participer sous prétexte qu'ils étaient blessés. Et là, il y a même une vedette qui se nomme Kevin Durant, qui a dit à tout le monde, mais si vous n'êtes pas content de regarder le basketball, allez regarder le hockey. Eux autres, ils s'entretuent, tu sais. Ouais. Et il y a tellement de fans de basket qui ont été... Leur sang a bouilli quand ils ont reçu cette réponse-là. Là. Je pense que ce qui se passe en ce moment, même si c'est pas positif entre les deux pays, ce qui se passe pour le sport en ce moment, c'est positif en ce sens-là. Les gens sont en train de voir à quel point le hockey, même si tu n'as pas d'argent qui est impliqué, si tu mets un drapeau, c'est la gagne. Si vous avez 2 minutes de voir ce que Piquet Souban a parlé pendant 3, 4, 5 minutes je ne sais pas si c'était à Sportsnet ou je ne sais pas où, aux commentateurs de basket puis tout ça pour leur expliquer comment l'NBA a un problème versus la Ligue nationale, que les gars laissent tout sur la glace, laissent tout leur corps sur la glace. Non, mais remarque que le match des étoiles de la Ligue nationale, si tu veux mon avis... On veut plus ça non plus, là. On veut plus jamais voir ça, là. C'est une vraie joke. C'est fini, là. Oui, je suis d'accord. J'aime ça, les concours d'habileté, là, mais ils sont pas rendus jusqu'au basketball de faire des dunks avec des tremplins, là. Mais je veux dire, tu sais, le match de hockey, là, on joue pas des poulettes, c'est de la ringuette, là, tu sais, je veux dire, on va se dire les vraies affaires. Tout à fait. Je pense que je manque de respect pour le très beau sport qu'est la ringuette. Mais là, ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir un tournoi quasiment aux 2 ans de ce style-là. C'est pas... Fait à eux de se réinventer pour l'année qui va rester, à savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire pour garder un certain intérêt. On l'a dit depuis longtemps, le match des étoiles, c'est un événement pour la ville locale qui le reçoit puis pour les partisans autour là. Pour le reste, aucun intérêt. Parce que le contraire, c'est évident. Là. Un match qui veut rien dire avec des gars qui se frappent d'en face, tout le monde veut voir ça. Des gars qui veulent nous montrer comment est-ce qu'ils peuvent dribbler puis la mettre top net du reculon, tout le monde s'en sac. On n'a rien à tirer. C'est assez évident. On a-tu des réponses peu, Stu, sur nos médias? Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis je pense que on partage tous un peu là, la même opinion. Il y a Mathieu Thiault qui dit qu'il y a un bon 8 sur 10. Il aime beaucoup la préparation pour les Jeux olympiques l'année prochaine, qui est quand même un bon point. On a Jean qui dit un gros 9 sur 10. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu du best on best hockey. Puis ça, c'est effectivement vrai. La dernière fois, c'est il y a 9 ans, si je ne m'abuse. Sinon, il y a Pierre Larabie qui 2016, donne un 11 sur 10. Ouais, 2016. Ouais. Qui donne un 11 sur 10. Fait que je pense que c'est assez unanime là, que tout le monde est... Je pense que tout le monde était très, très sceptique par rapport à ça au début. Ouais. Mais là, on est la finale pendant qu'on enregistre ce soir. On enregistre un peu avant. Tout le monde est extrêmement heureux du résultat de ce tournoi-là puis de la qualité du hockey. Puis pour les blessures, qu'est-ce que tu veux? Si ça n'avait pas été ça, il y aurait eu des matchs de saison régulière puis les blessures peuvent arriver là. Comme, tu sais, je veux dire, c'est pas... Oui, c'est des games en plus parce qu'il a fallu compresser l'horaire pour accommoder tout ça. Si la Ligue nationale pouvait juste enlever, tu sais, ça fait longtemps qu'on le dit, là, enlever 4-5 games, enlever une dizaine de games. Ouais. Puis... Je vais dire, par rapport aux blessures, puis est-ce que Brady Tkachuk est blessé? Ouais. Est-ce que... Moi, j'ai une grand-mère portugaise dans la 90 avancée. OK. Et puis elle, c'est une leçon de vie qu'elle m'a donnée, c'est il faut faire confiance au destin. Oui. Donc, je pense que si Brady Tkachuk est blessé puis il manque des matchs, c'est qu'il y a une raison pour ça. Et s'il n'est pas blessé puis il est en santé, il y a aussi une raison pour ça. Donc, j'enlève mes mains du volant et je fais confiance au destin. OK, parfait. Je ne parle plus de blessure. Il joue-tu au centre ou à l'aile, le destin, lui? Où est-ce qu'on le fait jouer? C'est le directeur général. Ah, OK. OK. Ouais. Le grand Manitou. Fait quand même. OK. Le grand Manitou.
Donc, petit segment partenaire. On va pas chercher loin cette semaine. C'est moi-même, ma petite compagnie. Si vous avez un téléphone, un iPhone, un téléphone Android, un iPad, du vieil électronique, ou même ça peut être très récent, quelque chose que vous ne vous servez plus, quelque chose qui est craqué, quelque chose qui a un problème avec une caméra, ou vous avez un iPhone 15, que l'écran est craqué, mais qui marche encore bien, moi, j'achète ça. Vous me contactez, je vous donne, vous me dites c'est quoi le problème avec votre téléphone ou s'il est en bon état, que ce soit iPhone 11 jusqu'au iPhone 16 Pro Max le dernier, puis le 16E qui vient de sortir quand il va sortir. Je vous fais une offre, je vous fais un prix. Si on s'entend, on se rencontre, je vous paye comptant la journée même, on se rencontre dans un Tim Hortons, on prend un café ensemble pendant qu'on règle ça. Ça prend 10 minutes, un endroit sécuritaire, safe. Personne ne va partir à la course avec votre téléphone. Vous avez un PlayStation 5, vous avez un Xbox, je ne sais plus c'est quoi, Series X, Series X, il y a toutes les sortes. Surtout maintenant, beaucoup de gens s'achètent des Oculus puis des affaires de VR, headset, puis tout ça, puis ils s'en servent une fois ou deux, mettent ça dans leur tiroir après, puis s'en servent plus jamais. Mais ça vaut de l'argent. Ça vaut vraiment de l'argent. Contactez-moi. Le lien va être dans la description de l'épisode. Vous allez sur labrigadepodcast.ca. Vous descendez un peu. Smart Cycle, cliquez là-dessus, ça va vous amener sur mon site web. Puis tout l'argent que moi je fais avec ça, ça va dans la brigade pour payer nos frais, payer nos coûts. Donc c'est ça, Smart Cycle. Allez sur labrigadepodcast.ca. Merci beaucoup. Donc Michel Langevin. Le vrai Michel Langevin. Là, le vrai, pas le le guitariste. Là, oui. Ah oui, mais il vient de Jonquière, c'est un groupe mythique de ma ville. Oui. Je me disais, écoute, faut bien qu'on en parle. Très associé aujourd'hui, Michel, à la radio, en Outaouais, évidemment, Morning Man, ton visage est partout sur les autobus, les véhicules du 104.7. Des fois, je regarde par la fenêtre, puis Michel Langevin est chez nous, mais c'est Philippe qui est revenu avec le mobile de la station. Donc, au 104.7 aujourd'hui, puis tu t'es promené pas mal, puis tu es beaucoup aussi associé aux sénateurs, parce que quand les sénateurs sont arrivés dans les premières années, les premières équipes à suivre les sénateurs en français, sur les anciennes ondes AM, c'est un peu toi qui as participé à ça, sans peut-être être le premier, mais c'est arrivé assez rapidement qu'on t'a demandé de participer. J'étais le deuxième descripteur officiel à ce moment-là. Il y avait eu 1 ou 2 années, mais je pense que c'est 1 année. Puis il y a eu un lockout. Puis quand on est revenu du lockout, la personne qui décrivait pour une raison X, il n'y a pas eu d'entente entre la station et cette personne-là. Puis là, moi j'avais eu l'occasion de faire quelques matchs des Olympiques de Gatineau au centre Georges Vézina. Notamment, ouais. Oui. Et aussi à Laval à l'époque où c'était les méchants dans ce temps-là. Et ça avait pas les Chiefs pas mal. Dans ce temps-là. C'était-tu les Chiefs dans ce temps-là? Les voisins? Non, c'était après les voisins. C'était le Titan de Laval. Le Titan de Laval, OK. Et ça avait brassé beaucoup, puis j'avais bien aimé mon expérience. Puis on m'a demandé à ce moment-là de faire un démo, de voir si j'étais capable de décrire les sénateurs. Fait qu'imaginez-vous la scène, les gars. On me rentre dans une pièce avec une TV d'à peu près 60 pouces. On met un match New Jersey-Ottawa. Puis on me dit, es-tu capable de décrire? Fait que, Fred de même. Fred de même. Puis là, je regardais la partie. C'est sûr qu'au niveau des noms, c'était pas évident parce que j'avais pas vraiment pris la peine de trop étudier les noms des joueurs, mais j'étais capable de dire que le numéro 23 transportait la rondelle en territoire adverse, laisse derrière à l'autre, tu sais, frappe le poteau, on commence à se crier un peu. Et on m'a offert un contrat, puis j'ai été là 13 ans. Fait que j'ai vécu des belles expériences avec les sénateurs dans un marché qui était pas facile parce qu'ils voulaient essayer de garder ou d'aller chercher, d'attirer de la clientèle francophone. Mais là, on parle de quelles années? Là? On parle de 95, 96 dans ce coin-là? Oui, de 94, 95. C'est ça. Puis j'ai 94. Les années difficiles, là. Parce que j'ai fini en 2007. Ma dernière description à la radio. Puis après ça, dans une autre vie à la télé, pour une raison X également, il y avait besoin d'un descripteur pour 2 matchs. J'ai fait le match avec Yvon Pedneau, avec Enrico Ciccone, entre autres, et l'équipe de production de TVA Sport. Puis une fois que j'ai eu fait les 2 matchs, le patron de l'époque m'a appelé dans ma voiture parce que moi, je ne voulais plus d'écrire. Je vais être honnête avec vous autres. C'est pas que j'aime pas ça, mais moi, écrire... Aujourd'hui, la vérité, c'est que les Anglos, eux autres, ils font de la vraie description. Eux autres, ils vont sur les lieux dans les arénas, ils vont voir la pratique du matin, ils parlent avec les joueurs et les coachs dans le corridor. Tandis que
en français, on ne paie moyen. Fait que toutes les autres parties, à part celle du Canadien à RDS, où ils sont en direct, ou encore le samedi soir à TVA Sport, où ils sont en direct, le reste, c'est tout dans le sous-sol. Fait que c'est qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai eu ma job à CJRC à l'époque, en 94. Tu t'assois devant la TV, tu regardes l'Internet, puis tu fais le meilleur que tu peux. C'est plate à chier. Pour être honnête avec vous autres, là, c'est plate terrible. Puis moi, ça me brûlait parce que j'avais trop vécu de belles expériences pour faire ça. Puis remarquez que j'en ai fait aussi là, de la description satellite, mais j'avais une portion où je pouvais aller sur la route dans certaines villes où dans ce temps-là, il n'y avait pas de filles de télé. Il n'y avait pas de filles. Aujourd'hui, on a accès à toutes les parties de la Ligue nationale sans problème, mais dans ce temps-là, les sénateurs, ils jouaient à TV. Je vais vous donner un exemple. À Dallas ou bien à Saint-Louis, puis notre directeur technique, il disait, elle n'est pas télévisée, la partie. Fait qu'il faut y aller en direct. Ah ben oui. Fait qu'on prenait l'avion, puis on allait faire la game à radio. Hey, moi, j'aimais ça. Ça, j'aimais ça. Les séries, on les faisait toujours en direct également, mais aujourd'hui, c'est plus ça. Fait que moi, j'avais décidé que c'est fini, je ne veux plus faire ça. Mais ce soir-là, on m'a demandé d'en faire 2 à Canada. Je me souviens plus contre quelle équipe. Puis le patron de TVA Sport, le VP de Québécois, m'avait appelé pour me dire, là, mon petit Langevin, je viens de t'entendre à la télé, puis tu vas faire les sénateurs dorénavant pour les prochaines années. C'est ça qui s'est passé jusqu'à temps que nos voix se séparent, puis que je m'en revienne à Gatineau, travailler chez nous à la radio. Ben, juste, petite parenthèse, là, apparemment que RDS aujourd'hui, ça veut dire « reste dans le studio ». C'est le nouvel acronyme. Oui, mais il m'a dit une affaire. Si c'est vrai pour RDS, là, mon Pascal m'a dit une affaire. C'est vrai pour tout le monde. Non, mais TVA Sport sont bien plus dans le studio que RDS. Okay? Ouais, ils en font 300 par année, eux autres. Oui. Fait que c'est ça. Puis, ils sont dans le sous-sol, justement. Ils sont dans le sous-sol. Pire que ça. Puis, je ne sais pas si c'est encore de même aujourd'hui. À ce moment-là, je me rappelle, à l'époque, il y avait les droits de l'Impact de Montréal, le club de soccer, qui est à peu près 6 minutes à pied pour aller les voir. Ben, ils faisaient les games avec une image satellite dans le sous-sol. C'est arrivé, c'est ce que je vous dis là. Fait que, en tout cas, moi, je favorise pas plus un que l'autre. Je ne veux pas y planter ni un ni l'autre. Moi, ça ne m'intéresse plus. D'ailleurs, s'il y en a un qui n'a pas peur de la convergence ou qui n'a pas peur de la compétition, t'es allé partout, là. Tu sais, t'as fait la radio ici, puis après ça, quand t'es parti à Montréal, ça a été CKC Sport, qui a transféré de CKC à CKC Sport. TQS, quand t'as fait 110%, RDS, TVA Sport, t'es tout fait, là. Tu t'es promené tout partout. Dans un mauvais rôle, c'est mon plus grand regret. Parce que moi, j'étais à la radio, je faisais un job de journaliste, j'avais une pas pire émission de sport, puis je créais un petit peu de controverse à l'époque avec le Canadien et les sénateurs, puis bon, c'était à Montréal, ça? Ben non, à Gatineau, dans le temps, à Gatineau, la radio, j'avais un show de sport. Dans le vestiaire. Puis quand, à un moment donné, les sénateurs sont allés jouer à Montréal, les gars de 110% m'ont appelé, ils m'ont dit, t'aimerais pas ça, tu venais faire un tour à l'émission? Première fois, pas de trouble. Quand je suis passé là, évidemment que moi, j'avais été pro-sénateur face à la gang de Montréal. Mm-hmm. Et quand je suis sorti de là, ils m'ont dit, c'est de valeur en tabarouette que tu n'habites pas à Montréal. Puis les choses ont fait en sorte qu'à un moment donné, on m'a transféré à la radio à Montréal. Oui. Puis en rentrant à Montréal, j'avais déjà une entente avec TQS à ce moment-là pour faire l'émission 110%. Dans ce temps-là, c'était pas tous les soirs parce qu'il y avait une rotation des panélistes. Alors, j'avais quand même une très bonne entente qui me permettait d'y aller 3 fois, sinon 4 fois par semaine. Fait que j'aimais bien ça. Puis c'est comme ça que je me suis, entre guillemets, installé dans le marché de Montréal avec CKC, TQS à l'époque. Après ça, il y a eu RDS qui sont venus me chercher pour l'antichambre. J'ai été là plusieurs années. J'ai vraiment aimé ça, l'antichambre. C'était beaucoup plus structuré. C'était moins du bitchage, mais l'autre, c'était le fun aussi. Plus de l'analyse. Mais RDS, c'était beaucoup plus structuré. C'était vraiment cool. On avait des bons panélistes également. Puis à la toute fin, TVA Sport, c'est probablement, pour moi, la pire expérience de ma vie dans les médias. Ouais, parce que j'avais pas le rôle, puis c'est ça mon plus grand regret. Moi, le rôle que j'aurais dû tenir dans ces places-là, c'est d'être l'animateur puis d'interviewer, exemple, des anciens, des observateurs, des coachs, tu sais, puis comme ils s'entourent. J'aurais pas dû être celui assis à côté des joueurs puis des coachs
pour amener de l'information ou encore de l'analyse. Mais on m'utilisait comme ça parce que j'avais pas peur de dire ce que je pensais. Puis j'étais capable de dire à Michel Bergeron, ben là, tu viens de dire que le Canadien a une bonne défensive, moi te prouver que t'as pas raison, voici les stats, tu comprends? Ah, ils n'aiment pas ça, eux autres. Non, ils n'aiment pas ça. Fait que moi, mais les diffuseurs, ils aiment ça. Un gars comme Michel Langevin, c'est payant pour eux autres. Tu sais, Tony Marinaro le fait longtemps. Là, aujourd'hui, ils deviennent des animateurs. C'est eux autres qui interviewent les autres. J'aurais aimé avoir ce rôle-là. Je m'en suis pas rendu compte à l'époque. Puis si je m'en étais rendu compte, probablement que j'aurais insisté pour pouvoir faire ça plus vite, effectivement. Ça, les boys, vous êtes trop jeunes pour avoir connu ça à 110%. Là. Vous avez pas connu ça? Non, moi, c'était dans mon jeune temps. Oui, dans mon jeune temps aussi. Vous avez écouté ça? Dans mon temps. OK, c'est bon. Okay. Absolument. Michel, 110%, là, c'est-tu stagé? Non, pas entièrement. Je vais te dire ça de même. La façon que ça marchait, il y avait un gars qui était le producteur, puis ce serait bon que vous l'appeliez à un moment donné. Il s'appelait Éric Lavallée. Éric Lavallée n'est plus dans les médias aujourd'hui. C'est un agent, un courtier immobilier. Lui, il préparait le show avec Jean Pagé. Puis ce qu'il faisait, c'est que, mettons qu'il y avait une controverse à Montréal, c'est gardien de but dans le Journal de Montréal le matin. Bon, ben, là, il appelait, il faisait le tour de son monde. Puis il disait, toi, Michel, t'es-tu plus, mettons, au Carey Price ou à Lac? Tu sais, comment tu vois ça? Puis là, moi, je donnais mon opinion. L'autre donnait son opinion. Fait que là, il venait à bout de savoir, dans la gang, dans ses 6-7 chroniqueurs, qui était pour, contre quelque chose. Fait que là, il en mettait 2 d'un bord, 2 de l'autre. Puis là, ça restait comme ça. Il ne donnait pas tous les sujets puis toutes les questions qu'on allait parler parce qu'il ne voulait pas brûler avant l'émission. Mais je peux vous le dire, ça partait des fois avant le show. Puis d'impose, là, il y a eu, c'est pas des rumeurs, là. Il y a eu du sacrage, il y a eu des menaces, il y a eu femme ta gueule, puis que tu connais quoi, t'as fait quoi dans la vie. C'était ça, là. Écoute, mon partenaire à radio, puis je l'aime beaucoup aujourd'hui, il s'appelle Gabriel Grégoire. Il travaille avec moi à radio le matin. Puis lui, il n'a pas peur non plus, là. Non, puis Dave Morissette. Gabriel Grégoire, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est un ancien joueur de football. Ouais. C'est un 6 pieds 4, c'est un homme fort, puis c'est un doux, c'est un gentil. Ben moi et Gabriel Grégoire, on travaillait à tous les matins, à 5 heures du matin, on était ensemble, puis on s'aimait d'amour. Mais un soir à 110, là, il m'avait dit d'une pause, il m'a dit, toi Langevin, ici, t'asseoir, t'es pas mon boss, fait que ferme-la ta gueule. Puis écoute, ça avait été de même. Là, j'étais comme, tu viens-tu de me dire ça? Oui, mais pas. T'es qui, toi? C'était terrible. Je me sentais mal d'y faire ça. On a été à la radio à parler ensemble, mais par la suite, pendant 4-5 jours, à pas se parler d'impose à cause de l'émission 110. Fait qu'à ta question, c'était-tu arrangé? Pas tant, non. Non, pas tant. C'est ça. C'était vraiment senti. Là. Parce que ça se passait aussi entre les... Mais je comprends qu'il mettait la table. Il mettait la table avec des personnes qui savaient que... Tu sais, des fois, le monde disait « Jerry Springer, c'est arrangé », mais en même temps, si tu mets quelqu'un assis à côté qui dit que c'est pas le vrai père de son enfant, ça se peut que ça dégénère, tu sais. Clair, je fais pas le parallèle à 100%, là, mais dans le sens où il y a une façon de placer les choses, puis que le feu pogne tout seul, mettons. Mais des fois aussi, là, pour compléter là-dessus, moi, quand on allait sur un sujet donné, des fois, j'appelais Éric Lavallée, puis je disais, là, prépare-moi un tableau sur les... Tu sais, on parlait d'un gardien de but. Il vaut-il un contrat de 5 millions dans le thème? Ouais. Puis là, je savais qu'il y en avait 2 qui étaient pour être d'accord, puis je savais que moi, je n'étais pas d'accord. Fait que je faisais sortir des tableaux, des statistiques. Fait que des fois, il y a des gens qui étaient très connaissants, tu sais, des anciens coachs, des anciens joueurs, qui arrivaient puis qui disaient « Oui, ben moi, je pense que, parce que... » Puis là, tu arrivais avec un tableau sur les salaires dans ce temps-là. C'était pas connu comme aujourd'hui. Vous autres, vous êtes des machines avec les statistiques. Ton garçon, Philippe, m'impressionne, moi, Pascal, quand il parle d'hockey avec moi. J'ai dit « Hey, comment est-ce qu'il fait pour tout savoir ça? » Mais dans le temps, là, c'était pas connu de tout le monde, là, les chiffres, les statistiques, les agents libres de groupe 2 puis de groupe 1. Il y a personne au Québec qui savait c'était quoi. C'est nous autres qui nous disaient ça à TV le soir. Là. Et quand on se pognait, moi, je sortais des tableaux sur les autres gardiens de but qui ont signé des contrats dans la Ligue nationale. Puis des fois, ils disaient, ben ça se peut pas. Moi, je me rappelle de Burger, soir, qui avait déjà dit. Il dit, ben non, ton tableau doit avoir des erreurs. Ben, je te dis que non, moi. Je te dis qu'UA va signer un contrat de 5 millions un jour, c'est sûr. Hein? Ben, jamais m'a gagé n'importe quoi. Mais c'était ça. Tu sais, on se préparait un peu pour contrer les arguments des autres. J'étais surpris que ce show-là n'ait pas été repris. Avec que ça soit fait aujourd'hui, hein? Ouais, c'est ça. Mais non, mais écoute, il y a du monde qui ont dormi au gaz à RDS, là. Ouais. Écoutez-moi bien, là. Le hockey du Canadien, t'as RDS. Eux autres, ils fermaient la télé. Bon, ben bonsoir, ici Pierre Houd, en direct de Hartford. Le Canadien qui gagne ce soir, 5-4, et on se retrouve samedi soir. C'est fini.
C'était fini. Ouais. Puis là, les nouvelles partaient, puis c'était terminé. Nous autres, quand la game finissait, la musique partait, puis les baguettes en l'air. Puis là, moi, j'étais un gars de médias. Je disais, comment ça se fait que RDS, ils pensent pas faire 110 après leur show? Et c'est là qu'est venu au monde l'antichambre. Oui. Ils faisaient pas ça. Puis quand ils ont commencé à faire l'antichambre, ils ont commencé à garder leur monde après le hockey qui tirait, mettons, 1 million de téléspectateurs. C'est ce qui tirait le plus. Si t'en gardes une portion après le plus longtemps possible jusqu'à temps que tout le monde fasse dodo, puis à petit feu, ben tu vas faire mal à l'autre émission parce que là, ça demandait que les gens changent de canal pour aller écouter 110%. Puis nous autres, là, c'est pas mêlant. La partie finissait, là, c'était comme de 0 au plafond, là, c'était comme un non-sens que le diffuseur n'ait pas pensé à ça pendant toutes ces années-là. T'sais? Fait que là, aujourd'hui, puis tu sais, là, c'est ton deuxième podcast, là, de ce que j'ai appris quand tu es venu au local sportif. Tu nous as dit que c'était ton premier. Oui. On est à moins que tu étais allé voir quelqu'un entre les deux. Là, okay, non, je suis très fidèle, moi, Pascal. Je vais prendre ta parole. Puis, tu nous as conté un peu qu'aujourd'hui, tu es 100% dédié à une émission du matin généraliste politique avec des invités comme la mairesse, comme les députés, il a fallu que tu te rebaignes là-dedans au complet puis que tu fasses une coupure complète du monde du sport. Quand je suis revenu de Montréal, les gars, là, honnêtement, j'ai changé ma vie beaucoup. Moi, j'habitais dans la métropole, puis j'étais au Parti du Canadien tous les soirs pendant des années, assis à côté de Ron Fournier, à gager. C'est le rêve pour beaucoup de monde, là. Je gageais contre le Canadien à tous les soirs avec Ron. Ah, tu fais comme moi? Tous les soirs avec Ron. On met combien à soir, mon Michel? On met combien? Ah, on va te mettre un 5 à soir. OK, 5. 5 à 3 Montréal. Ben non, Ron, je prends le... C'était toujours la même affaire. Lui, il n'est pas capable de gager contre le Canadien. Fait que c'était ça. J'ai fait des rencontres extraordinaires. J'ai parlé du Canadien comme personne ne peut en parler. J'allais partout, dans les restaurants, les gens te reconnaissent. À l'épicerie, le Canadien. Puis, à un moment donné, le marché c'était pas facile, puis il y a bien du pitchage, puis ça joue du coude, puis c'est ci, puis c'est ça. Puis je travaillais dans une station de radio, là, la station BBM aujourd'hui, mais 91.9, puis j'aimais pas l'ambiance, j'aimais plus la vibe, j'aimais pas ça, j'étais pas heureux là-dedans. Et j'ai eu des discussions avec des gens de l'Outaouais, parce que la vérité, c'est que j'étais supposé retourner à Cogeco au sport, à la radio à Montréal, au 98.5. Ouais. Et dans un meeting de direction, il y a un des patrons qui a dit « Hey, Michel Langevin, il va revenir ici, probablement, on est en train de regarder ça. » Et le patron de Gatineau, qui s'appelle Bob Rioux à l'époque, dit « Hey, moi, je me cherche un morning man, s'il voulait revenir dans la région pour faire de la radio, mais pas du sport. » Et les gens me connaissaient bien à Cogeco, ils ont dit « Ben, tu devrais peut-être lui donner un coup de téléphone, je pense qu'il serait mieux pour ça. » J'avais une nouvelle blonde, qui vient de l'Outaouais, qui habitait dans l'Outaouais. Ma fille réclamait son père. Ma fille était de jeune adulte. Mon père avait des problèmes de santé, fait que je me suis dit, là, le temps parfait. Il y avait un appel. Puis, quand je suis revenu, je me suis vraiment investi dans ces dossiers-là, dont la radio, puis réapprendre la politique, réapprendre les dossiers régionaux. Je n'étais pas là pantoute. Ça m'a pris 3 ans, pour être honnête avec vous autres, là, avant de comprendre ce qui se passait. Puis, la première année, je suis pas sûr, je pense que j'ai regardé 5 matchs complets du Canadien. That's it. Ma blonde est salvadorienne, elle a regardé une game de hockey au complet, elle. Là. Fait qu'elle, j'ai dit, hey, on écoute-tu le hockey samedi soir? Le quoi? Non. Le hockey. Là, moi, je me disais, je rêve-tu? Je suis fou, moi, là. Qu'est-ce que je fais là? Non. Puis vraiment, et les moments où j'ai recommencé à regarder un petit peu plus le hockey, tranquillement, graduellement, mais pendant 2 ans, ça a été un sevrage complet. Là. C'était le moins possible. Tu m'aurais demandé de nommer 5 joueurs du Canadien, que j'aurais eu de la misère. J'étais rendu là. Puis aujourd'hui, je vais voir de temps en temps les sénateurs à Ottawa. J'ai des amis qui ont des billets de saison. J'ai une accréditation de presse. J'y étais une fois. Une fois. Fait que c'est juste pour vous dire. Puis l'autre affaire, c'est que j'ai recommencé à apprécier le hockey différemment. Pas d'un point de vue journalistique puis pour le commenter, mais comme un partisan, comme un gars qui mange ses ailes de poulet puis qui boit sa bière à la maison, comme ça. Je suis déconnecté du hockey. Pour être honnête avec vous autres, je suis content de vous parler. Vous autres, vous tripez hockey puis c'est le fun. Moi, non. Moi, j'aime ça le hockey, je l'ai vécu, j'ai vécu ça le fun. Je suis encore capable de comprendre qu'est-ce qui se passe, mais
pour moi, là, c'est du passé un peu. Mais tu restes aujourd'hui fan des sénateurs. Ah oui. Quand je vais là, je mets mon chandail des sénateurs, puis je suis pas gêné, je m'affiche publiquement, puis je le dis. Mais faites attention, je suis pas contre le Canadien pour autant. Moi, j'aime le hockey. J'aime le hockey, jouer dans la Ligue nationale, mais je suis pas juste pour une équipe, puis les autres comptent pas, puis ils sont pas belles, puis ils font pas des bonnes choses. Ouais. Je suis vraiment sympathique au hockey. J'aime plus les sénateurs que le Canadien. Oui, je suis capable de le dire. C'est fou de dire que t'étais un journaliste investi dans ce sport-là, et tout d'un coup, la coupure s'est faite, puis... Ça veut dire, Michel, qu'avec ce talent-là, cette attitude-là, t'aurais pu faire n'importe quoi. T'aurais pu faire les entrevues politiques comme ça, de façon plus précise, t'aurais pu faire du entertainment, t'aurais pu aller sur des tapis rouges. Penses-tu que ce talent-là, tu l'avais, puis l'opportunité du sport s'est présentée, puis c'est là-dedans que ça s'est fait? Ben, tu sais, quand t'es jeune, puis je parle au père que tu es, d'un jeune journaliste, OK? Oui. Puis les gars, je m'adresse à vous autres aussi, puis je sais pas tout ce que vous faites dans la vie non plus. Tu travailles dans les médias, puis tu vois les gens faire un certain travail, puis tu te dis, il me semble que ça fonctionne, mes affaires. Puis moi, l'écoute, il m'avait donné à l'époque, j'étais descripteur des matchs des sénateurs, puis j'avais une émission d'affaires publiques le midi. Ça s'appelait 100% Langevin. Puis il m'a dit de quoi je varlopais politicien, pas à peu près chez nous, mais le soir, je décrivais la game des sénateurs. Fait que c'était ça. T'sais, c'est pas riche, les stations de radio non plus. Fait que tout ça pour vous dire que moi, je pensais que je pouvais y aller, puis une journée, j'ai pas décidé d'y aller. Ils m'ont appelé pour me dire, tu t'en viens. Tu t'en vas à Montréal, parce que la station de radio pour laquelle tu travailles va avoir des grosses modifications, probablement va devenir un poste musical, puis toi, tu vas être morning man de la première station de sport à Montréal. Fait que j'ai dit, oui, wow, OK, ben, j'ai-tu le droit de dire non? Et on m'a expliqué que tu peux dire non, mais on va t'expliquer qu'est-ce qu'on t'offre. J'ai dit oui. Puis le plus gros regret que j'ai là-dedans, c'est que je sais qu'il y en a un de vous deux qui est jeune père, jeune papa. Moi, ma fille, à l'époque, on était séparés, mon ex et moi, la mère de ma fille et moi. Et ma fille m'avait fait une genre de petite demande, tu sais, après un party chez nous. Moi, papa, j'aime ça quand je suis à la maison avec toi, puis j'aimerais ça peut-être un jour venir vivre avec toi tout le temps, tu sais, parce que je l'allais la chercher les fins de semaine, puis je l'avais l'été, puis évidemment, mon horaire ne me permettait pas toujours de la voir. Et j'avais dit, ben garde, on va parler de ça avec ta maman, parce que c'est pas juste papa qui doit décider ça. Et la fois suivante que je lui ai parlé, c'était pour lui annoncer que je m'en allais à Montréal travailler. Et ma fille m'a pris le téléphone, puis elle m'a raccroché la ligne au nez en me disant « Maudit traître ». Ouais. Fait entendre ça de son enfant, là. Non, mais je vous le dis, j'ai encore envie de pleurer, je vous jure. Ah oui? Puis quand j'ai décidé de m'en revenir, c'était pour elle. Puis quand elle me dit qu'elle avait un petit peu de besoin de son père, ben j'ai dit, j'ai pas le droit de pas lui retourner la faveur 11 ans, 12 ans plus tard. Fait que ça s'est fait comme ça. Puis aujourd'hui, je vais vous dire, ma fille, je peux vous l'annoncer, elle m'a donné un super beau petit-fils de 2 ans qui s'appelle Émile, puis elle en attend un deuxième, une petite fille qui s'en vient. Fait que vous avez ici un grand-papa qui est très, très heureux, très fier de son contexte familial aujourd'hui. Good. Le retour en Outaouais est pour toi, je pense, va être bénéfique et pour les médias aussi, pour le talent de communicateur que tu as aussi. Qui aurait pensé que nous, en partant un podcast des sénateurs, on allait avoir du monde qui était là au début, qui ont décrit les matchs parce que tu as été proche en tabarouette des sénateurs. Là. Écoute, il y a des joueurs des sénateurs. Dans ce temps-là, tu prenais l'avion avec les joueurs. Moi, je jouais au camp avec Alexandre Daigle. Ben oui. J'ai joué aux échecs avec eux autres. Là. J'ai joué aux échecs avec Steve Martins, j'ai joué au hockey sur le même trio que Steve Martins, qui était 2 ans plus jeune que moi, puis lui, il jouait dans la Ligue nationale. Rand Daly, qui était un entraîneur des sénateurs, entraîneur vidéo à l'époque, il a été le coach contre moi pendant une couple d'années à Ottawa-Ouest. J'ai été chassé sur la propriété de Mike Fisher, parce que j'étais un chasseur, j'étais un maniaque de chasse. Il m'avait donné la permission d'aller chasser chez lui. Puis, écoute, dans ce temps-là, tu avais le droit de parler aux joueurs. Tu avais encore le droit, dans l'avion, de dire « Hey, puis hier, puis André Roy, là, m'a vous dire à la fête, dans le temps que je joue pour les sénateurs, c'était mon chum. Benoît Brunet, la même chose. C'était des Québécois, fait qu'on avait une affinité. Alain Vigneault m'a beaucoup aidé dans la vie, moi, comme entraîneur adjoint. Il m'a fait comprendre des choses. Alexis Yachine s'assoyait dans l'autobus des sénateurs toujours tout seul. Il n'était pas, je dirais pas rejeté de ses coéquipiers, mais c'était indifférent.
Puis moi, j'étais venu à bout une journée ou une couple de fois de m'asseoir avec dans l'autobus, puis on venait à bout de se parler un peu. Yeah, I think so, I don't think so. Tu sais, c'était pas un grand jaseux. Tu jouais pas aux échecs avec lui? Non, j'ai pas joué aux échecs avec lui. Non, j'ai joué aux échecs avec Steve Martins. Pour le vrai, on avait un jeu. Avec Steve Martins, OK. Oui, on avait un jeu continuel. D'une ride de boss à l'autre, de temps en temps, on sortait de notre jeu, on disait, on est rendu où? C'est à toi de jouer. OK, parfait. Ben oui, on jouait 4 coups, puis on arrivait, OK, on s'en prend demain. Tu sais, c'était comme ça. Aujourd'hui, j'ai fait le Canadien à la radio. Hein. J'ai remplacé Martin McGuire 3 parties pendant un voyage dans le temps des fêtes. Martin avait un empêchement, fait que j'ai travaillé avec Danny Dubé. Puis quand j'ai monté dans l'avion du Canadien, la première chose que le personnel me dit, c'est Michel, tu t'assois, tu regardes pas. Désolé, il y a quelqu'un qui arrive ici. Pas grave. Tu regardes pas en arrière, puis tu parles pas avec les joueurs. C'était ça. Oh. Fait que c'est devenu ça un peu, tu sais, même que les journalistes après ça, ceux qui sont diffuseurs demeurent avec l'équipe, mais les journalistes, ils prennent plus l'avion avec l'équipe. Moi, on prenait, au début, c'était l'avion et l'autobus. À la fin, on avait un autobus pour les médias. Puis à la fin, t'es plus dans le même avion que l'équipe. C'est ça. Le temps commence à nous manquer, Michel, mais Marc Legault m'a dit, il faut que tu y parles d'une histoire, il faut que tu y fasses te raconter une histoire. Il m'a dit, fais juste y dire Guy Lafleur, bâton, sang. Guy Lafleur, bâton, sang. Ben, je sais pas où est-ce qu'il veut aller, là, mais Guy Lafleur, bâton, sang. Pendant un match. Oui, pendant un match de célébrité. Oui. Ben, on a joué une couple de fois contre des anciens Canadiens. Et une fois, entre autres, à l'Arena Gertin, je me rappellerai toujours de ça, Guy Lafleur était là. Puis Guy Lafleur, c'était dans ces années où il commençait à modérer. Fait que je veux pas dire que tu le laisses aller avec la rondelle, mais tu fais attention quand Guy Lafleur est là. T'sais, on avait quand même une bonne équipe. Tu joues galère. Oui, ben oui. Puis on avait une bonne équipe. Là. On avait des joueurs qui avaient joué quand même pas mal au hockey. Fait que ils ont eu de la misère avec nous autres un peu, les anciens Canadiens, pour être honnête. Puis Guy Lafleur, à un moment donné, est parti, puis il y a eu un coup de bâton au visage. Quelqu'un, il a levé le bâton. Je sais que j'étais là. Qui l'a fait, je m'en souviens pas. Mais il m'a vous dire de quoi. Il y a une personne dans notre vestiaire, cette journée-là. Parce que là, les joueurs, les gens de l'autre bord sont venus nous voir, puis ils ont dit, hey, Guy Lafleur, là, faut faire attention. Et la personne a dit dans la chambre, moi, m'arranger avec Guy Lafleur, moi, le sortir de la game, esti, ça va finir de même. Et cette personne-là n'a pas joué à la 3e période. Oh boy! Fait que, c'est un, à mon avis, c'est un honneur de pouvoir faire ça. Ben oui. De jouer contre des anciens. Enrico Ciccone, mon partenaire des dernières années, je vous en ai parlé. Longtemps, oui. D'ailleurs, j'ai eu un entrevue un matin à radio chez nous, d'ailleurs. Qui est rendu, député. Député de Marquette. Et j'avais fait 110% des années de temps avec Chico, qui était aussi un gars qui m'alimentait beaucoup. Comme vous autres, vous avez vos contacts. Moi, je parlais souvent avec les agents. Gilles Lupien, Chico, c'était ensemble. J'avais beaucoup d'informations qui venaient de lui. Puis, il m'avait alimenté beaucoup des contrats de Patrick Lalime à l'époque, etc., que les sénateurs. Puis, à un moment donné, j'avais dit à la radio, tu sais, la faiblesse des sénateurs, c'est devant le filet. Puis, c'est pas parce que je m'en prenais à Patrick Lalime. Il avait été souvent blessé, mais quand tu avais une équipe numéro 1 ou première au classement, puis tu vas aller dans les séries, tu essaies toujours d'améliorer ton maillon le plus faible. Puis à mon avis, c'était devant le filet. Pas que Patrick n'était pas bon, mais on n'était plus en construction. Place, on arrivait à la fin, il fallait avoir le Carey Price de l'époque, il fallait le trouver. Puis j'avais dit ça à la radio. Chico t'a tellement insulté, il m'a pas parlé pendant longtemps. Et quand on a joué au hockey à Gertin, il m'a ramassé. Okay. Il est pas petit, lui. Encore aujourd'hui, il dit que c'est moi qui ai foncé dans lui, mais c'est pas vrai. Ben oui. Il m'a présenté l'épaule dans le thorax. J'ai perdu mes gants, mon casque, et j'ai craché du sang. Voyons! J'ai craché du sang pendant une semaine. J'avais probablement quelque chose de décollé. Sur le banc, je crachais du sang, puis ça a duré une semaine. C'est embolie on the side. Lui, il ne croyait pas le grand, là. Mais des années plus tard, on faisait de la radio ensemble, puis j'y mettais encore ça sur le nez, puis il disait toujours, puis si je l'appelle à soir, il va me dire, le gros, regarde, si tu vas sur la glace, c'est dangereux. C'est ça qu'il va me dire. Fait que c'est ça l'histoire. Dans un match de la Ligue nationale, c'est une chose, mais dans un match de célébrité, moi, les gars, c'est une autre chose. C'est de valeur qu'on est rendu à pas loin d'une heure parce que. Ça va prendre une prise 2, Michel. On n'a même pas parlé des sénateurs. J'en ai vécu sur la route des histoires, là. Honnêtement, t'es-tu. Tu fais-tu partie du match samedi matin dehors? Tu vas être là? OK. Pas sûr encore. Pas sûr encore? Possiblement. Si la grippe passe, j'ai envie d'y aller. C'est rare. OK. Mais là, ça me C'est tente. bon.
Ouais. Bon, Phil puis moi, on va être là. On va avoir chacun notre côté du but. Merveilleux. Si tu veux faire des buts en masse, c'est sur toi de jouer contre moi. Ah, ben non. Je joue pas contre Phil. Je te moi, donne j'aime mieux scorer sur Phil. Mais de mon côté, l'avantage, c'est que tout le monde qui me tire dans la mythe, moi, je lui donne 5$ puis ça s'accumule. Chaque fois, quand on jouait des matchs parents-enfants avec les jeunes, avec Phil, quand j'y allais, ça, je disais aux jeunes, ils me regardaient. Quoi? Si tu me shootes dans la mythe, c'est 5$. OK. Là, tu me parles de jouer au hockey le samedi matin. Oui. Okay. Dans le temps, là, quand je partais pour couvrir les sénateurs d'Ottawa, j'amenais mon bagage, j'amenais mon sac avec mes patins. Puis sur la route, l'équipe des sénateurs là, pratiquait le matin, débarquait de la glace. Nous autres, on mettait nos patins, les journalistes. On embarquait sur la glace avec les joueurs de super, avec les entraîneurs, pour jouer au hockey. Oh. Ça n'existe plus, ça. Très certainement. Ben non, c'est sûr que non. Ça aujourd'hui. Mais dans le temps, c'est ça. Ben oui, absolument. Hey, moi, je jouais avec Perry Pern à l'époque quand il s'est joué au sénateur. Avant ça, tous les anciens entraîneurs, on a joué avec Rick Bonus, Alain Vigneault. Ça embarquait avec nous autres. OK, on va se faire un petit concours. J'ai tiré des rondelles avec Pierre Lacroix à Denver. On a joué le concours... celui qui frappe le plus souvent la barre horizontale en soulier. Il venait nous présenter l'aréna d'entraînement de l'Avalanche. Oui. Écoute, dans ce temps-là, c'était le fun être journaliste. Aujourd'hui, je ne veux pas être méchant avec vous autres, là, mais vous lisez bien des affaires, vous voyez bien des affaires. Vous n'avez plus la proximité que les plus vieux ont eu à l'époque. Puis là, moi, je vous dis que moi, là, ça s'est effrité. Prends le temps d'appeler Régent Tremblay, puis m'en-dit de raconter ce qu'il faisait avec les joueurs du Canadien, puis l'administration. Ouais. Hey, il allait au casino, il allait aux courses de chevaux, il virait des brosses, puis bon, etc. C'était bien plus que ça, là. C'est plus le même. Ça a tellement changé. Michel, c'est officiel, ça va nous prendre une prise 2. Ça donne bien. C'est pas passé grand-chose avec les sénateurs ces temps-ci, donc on avait 2-3 sujets qui sont même pas super pertinents, qu'on peut reprendre la semaine prochaine. C'est ça, donc n'importe quand, on se reprend, garde tes anecdotes en chemin. Puis jasé de l'équipe un peu aussi. Je suis curieux de connaître ton opinion, qu'est-ce que tu penses des joueurs, puis où ça s'en va, puis qui t'échangerait, puis qui tu garderais, puis ça serait... J'ai que scénario. Ça va être intéressant. Je te garde ça juste avant la date limite des transactions, ça va me faire plaisir. OK, parfait. C'est dans 3 semaines. C'est le 7 mars. Parfait. On se reprend. Donc, les boys, c'est ce qui complète cet épisode de La Brigade. Si vous avez aimé ça, parlez-en à quelqu'un. C'est le mieux qu'on peut faire. On n'investit pas des millions en pub encore. Ça s'en vient. On va se faire un billboard à un moment donné. C'est à 4-17. Tiens, La Brigade. Hein? Ce serait pas pire, ça, les boys. Hein? On va pouvoir dire qu'on est arrivé. Ça. Pascal, c'est bus, là. Ah oui, ma grosse face, les autobus. Ça serait bon, ça. On vous invite à consulter labrigadepodcast.ca pour accéder à tous nos épisodes et pour ne rien manquer. Vous pouvez aussi nous suivre sur X, Instagram, Facebook, Blue Sky, tout le Bataclan. Et en terminant, les boys, un mot de la fin. Est-ce qu'on a un mot de la fin? Go Canada, go. Go Canada. Ah, pas le choix. Ouais. Hein? Go Canada, go. Là, ça, si tout le monde va écouter ça, le match va être fini déjà. Ça n'aura plus rapport, mais qu'est-ce que tu veux? Nous autres, on est dans la fébrilité encore. Tout à fait. On vous dit à la semaine prochaine.